J'avais l'Impact de Montréal qui me disait « Quand tu finis l'université, on aimerait ça te voir ». Mais je n'avais pas d'offre de contrat. Patrick Leduc, tu as remporté la Coupe de la A-League en 2004, le titre en USL First Division en 2009 également, et tu as participé à la campagne historique de l'Impact en Ligue des champions de la CONCACAF en 2008-2009. En parallèle, tu as été sélectionné 3 fois avec l'équipe nationale du Canada et aujourd'hui, tu continues de façonner le foot en tant que directeur culture soccer au CF Montréal. En anglais, on dit un moment full circle parce qu'en 94, j'avais vu l'équipe gagner un titre au Centre Claude Robillard, une foule record. D'avoir autant de monde qui regarde un match de soccer à Montréal, c'était vraiment excitant. Moi, ça venait chercher des émotions que je comprenais pas vraiment. Puis en 2004, c'était difficile, tu gagnes pas beaucoup d'argent, puis tu as besoin de le faire. Hein? Là, j'ai 25-26 ans. C'est des moments qu'on veut être les meilleurs, puis on est capable de le faire, puis on gagne devant 13 000 personnes. Je voyais que j'étais pas si loin des rangs pros parce qu'on m'a invité à m'entraîner avec eux. J'ai été invité à faire des entraînements avec une équipe dans le Long Island, 1h30 pour me rendre là-bas, où je prenais un lift avec un autre joueur du New Jersey pour me rendre le matin. Il me faisait courir dans la pluie. J'arrivais, je retournais à l'école l'après-midi. C'était un peu folklorique jusqu'à temps qu'on me dise « Ouais, on va t'offrir un contrat ». Patrick Leduc, tu as eu une carrière exceptionnelle qui t'a mené des terrains universitaires de l'Université Farley Dickinson aux États-Unis jusqu'à l'Impact de Montréal, où tu as disputé 256 matchs entre 2000 et 2010. Tu as remporté la Coupe de la A-League en 2004, le titre en USL First Division en 2009 également, et tu as participé à la campagne historique de l'Impact en Ligue des champions de la CONCACAF en 2008-2009. En parallèle, tu as été sélectionné 3 fois avec l'équipe nationale du Canada et aujourd'hui, tu continues de façonner le foot au Québec en tant que directeur culture soccer au CF Montréal. Patrick Leduc, merci beaucoup d'être sur le podcast Histoire de foot aujourd'hui. Merci de m'accueillir. Patrick, le foot au Québec, ça l'a beaucoup évolué. Ça a une visibilité qui est beaucoup plus grande aujourd'hui qu'à l'époque. Il y avait quelqu'un qui est venu sur le podcast que je pense que tu connais très bien, Patrice Bernier, qui me disait, quand j'ai commencé ma carrière, on jouait, on faisait des entraînements des équipes du Québec, dans des gymnases, tout ça. Comment c'était, toi, peut-être au début? Comment tu as été intégré dans le foot? Mes premiers contacts avec le foot, c'est même peut-être après le Manic. J'ai jamais eu la chance, le plaisir d'aller voir jouer un match du Manic. Pourtant, j'étais vivant, j'étais né, mais c'était mon père n'avait jamais joué au soccer. C'était pas quelque chose qui était dans notre vie. Mais j'ai grandi sur la Rive-Sud de Montréal et puis l'été, l'activité qui était populaire, c'était de jouer au soccer dans la Ligue maison. Et on appelait ça l'Interparc. C'était pas l'Intercité, l'Interville, c'était l'Interparc parce qu'il y avait les parcs de Saint-Lambert. Donc, j'ai commencé à jouer parce que mes amis de la garderie jouaient. Le père de mon ami était coach, puis j'étais dans l'équipe des Rouges, puis j'étais bien fier de porter un maillot de soccer. Et j'ai marqué un but à mon 3e match. Et là, ça a été une sensation. C'était le meilleur jour de ma vie jusque-là parce que j'ai été vraiment excité de réussir à marquer un but, de courir après un ballon sur du gazon, de sentir... Moi, je me souviens des sensations, là, le ballon qui rentre dans le but, dans le filet. J'étais vraiment fier de ça. C'était très excitant. Donc, j'aimais faire du sport. Je suis tombé en amour avec ce sport-là. J'ai senti que j'avais quand même un peu de talent ou un peu d'aptitude pour y jouer. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Et à partir de là, tout ce qui était soccer dans ma vie, j'essayais d'y participer ou il n'y avait pas de soccer à la télé, sauf peut-être une Coupe du Monde en 1986. J'ai tout regardé, j'enregistrais les matchs. C'était pas l'Impact de Montréal, c'est le Supra qui a été fondé. Mes parents et moi, on allait voir des matchs parce que c'était ça qui était offert. Donc, tout ce qu'il y avait comme offre, j'essaie de le prendre. Puis, de m'abreuver de ça pour dans ma diète soccer que je commençais à partir de l'âge de 5-6 ans. Là. Et 86 avec Maradona, ça a marqué ton imaginaire un peu? Oui, la Coupe du Monde 86, c'est ma favorite à moi parce que... le Canada aussi, hein? Le Canada participait. Oui, il y a plusieurs facteurs. Le Canada participait, c'était excitant. Je me souviens d'avoir vu un match, je pense, à CBC du Canada qui faisait un match nul ou une victoire contre le Honduras. Ça se passait à Terre-Neuve. Et puis là, tout le monde célébrait qu'est-ce qui se passait. Le Canada venait de se qualifier pour
un tournoi, la Coupe du Monde, pas trop sûr c'est quoi. Ça va se passer au Mexique. OK. C'est quoi ça? Ah, c'est l'affaire. Puis là, je vais dire des choses, là, puis je veux pas mal paraître. Ah, l'affaire que les Italiens célébraient dans la petite Italie, là, il y a 4 ans. L'affaire que. Ah, la France. Ah oui, il y a Platini. Oh, c'est le fun, ça. Puis l'Argentine, je connaissais pas encore. Maradona, pas encore beaucoup. Puis le stade Azteca, le stade avec une sorte de statue qui fait de l'ombre au milieu du terrain. Puis c'est donc bien beau. Et les buts à la Coupe du Monde 86, je trouvais que les filets étaient comme carrés. Quand le ballon rentrait dans le but, là, le ballon restait longtemps dans les airs, dans le filet. Là, puis là, ça me faisait triper. Puis je me disais, mais pourquoi c'est pas comme ça à Saint-Lambert dans les buts? Pourquoi les filets, ils tiennent pas? Pourquoi il y a des poteaux de football sur nos buts de soccer? Ça serait bien plus beau si c'était comme au stade Azteca. Ça m'a fait rêver. En gros, là, puis j'ai lu plus tard là-dessus, la première Coupe du Monde au Mexique était en 70. C'était la première Coupe du Monde avec la télé couleur. Et Pelé a joué à cette Coupe du Monde-là. Il est reconnu comme le plus grand joueur de tous les temps, mais je pense que le fait que la télé couleur était là à ce moment-là et qu'il a fait des jeux spectaculaires tout au long du tournoi, ça a contribué à sa légende. Mais pour moi, la Coupe du Monde 86, la légende de Maradona, ça commence là. Puis tout ce que j'ai vu, les matchs que j'ai enregistrés, le match France-Brésil, qui est peut-être le meilleur match de l'histoire de la Coupe du Monde, c'était tellement marquant. C'est comme ma mythologie foot à moi. Wow. Puis je sais que ça me fait encore vibrer. Je suis allé au Stade Azteca quelques fois là, dans ma vie, puis je rentre là, puis je vois l'ampleur du stade, puis je le trouve tellement impressionnant. Comme d'autres trouvent que le Stade olympique est impressionnant, ben moi, le Stade Azteca, c'est wow, ça c'est le temple. C'est là que Maradona a fait son plus beau but en carrière. Oui. Puis alors, tout ça pour dire que ouais, ça m'a marqué, puis ça m'a inspiré à intégrer, disons, le foot, le soccer dans ma vie pour le restant de mon existence, je dirais. Bien sûr. C'était impressionnant à quel point il jouait tout seul et qu'il était capable de marquer des buts tout seul pendant cette Coupe du Monde. J'en parlais, je pense, c'est même avec Patrice, mais les gens qui n'ont pas vu les faits saillants de Maradona pendant cette Coupe du Monde-là, allez faire une petite recherche sur YouTube. C'est quasiment ridicule. Il part de sa propre zone. Il est capable de dribbler un nombre de joueurs incroyable. Il marque des buts, il le fait à profusion. C'était assez impressionnant. Je pense un joueur qui domine autant une compétition, il y avait rarement eu ça jusqu'à maintenant. Non, c'est un joueur qui a transporté son équipe, sa nation sur ses épaules. C'est riche en trame narrative, la Coupe du Monde 86 pour l'Argentine. Maradona, c'est le héros de certains, le vilain pour les autres. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Tu as raison. Pour quelqu'un qui connaît pas cette histoire-là, il y a vraiment... Il y a plein de bons films aussi. Ouais. Il y en a qui portent sur plus l'histoire de Maradona à Naples, mais ça aussi, c'est une autre histoire un peu plus tragique, mais c'est vraiment un personnage fascinant. Ouais. Il y a des gens qui sont fascinés par un Che Guevara, là, il y a des beaux graffitis un peu partout. Mais côté soccer, la vie de Maradona, je trouve que c'est comme une équivalence. Il va devenir un héros pour certains, puis d'autres vont toujours trouver que c'est quelqu'un d'un peu controversé. Tu as raison, il marque des buts extraordinaires contre l'Angleterre, contre la Belgique. Et puis en plus, je les ai vus tellement souvent, mais pour avoir été au Mexique dernièrement, le terrain, il n'est pas impeccable. Il est un peu raboteux. Puis quand tu regardes les ralentis, tu vois que le ballon rebondit. C'est incroyable à quel point il est habile pour maîtriser le ballon à cette vitesse-là, malgré un terrain qui collabore pas, là, qui ne l'aide pas à réussir ce qu'il a réussi. Je suis encore plus en admiration quand je repense à ça. Ah, c'est une personnalité impressionnante qui ne laissait personne indifférent. Carrière exceptionnelle, malheureusement, il y a eu des petits soucis en fin de carrière, mais sa légende reste intacte, il va rester intact pendant excessivement longtemps. C'est d'ailleurs ce qui a fait un peu d'ombre à Lionel Messi pendant plusieurs années, jusqu'à temps qu'il soit capable de finalement livrer la marchandise avec l'Argentine comme il était capable de le faire en Europe. Bref, ils ont eu des bons joueurs, l'Argentine, à travers les années. Je peux comprendre que ça t'a inspiré. Tu as parlé de Saint-Lambert. Donc, toi, tu as joué dans la Rive-Sud de Montréal. Oui. Et rapidement, tu as été quand même dans les meilleurs de la province. Je voyais que tu as fait les équipes du Québec U15, U17. Vous avez gagné des médailles d'argent au championnat canadien. Peut-être parle-nous un petit peu de cette période-là. À quel moment tu sens que tu as peut-être un niveau un peu plus au-dessus des autres, que tu es dans les meilleurs de ta catégorie? C'est quand que ça devient sérieux le foot? Ça, c'est...
Bon, j'ai joué à Saint-Lambert, donc après pour l'équipe de la ville, là, l'Intercité. On jouait sur la Rive-Sud. On avait une bonne équipe. On avait une équipe qui était motivée, mais on perdait toujours contre Brossard. Puis je vais parler de Brossard souvent dans les prochaines minutes, qui était une équipe très forte, qui avait peut-être un peu plus d'ambition, qui faisait des tournois en Ontario, aux États-Unis. Nous, on ne faisait pas ça avec Saint-Lambert. Et un jour, en grandissant à l'adolescence, oui, je sais que je suis comme un des leaders de mon équipe, mais je ne sais pas si je me garde une petite gêne. Mon père est le coach de l'équipe, donc est-ce que c'est parce que c'est mon père qui est le coach que je suis le capitaine? Est-ce que je ne suis pas certain encore, mais je sais que j'essaie de mener l'équipe. Puis, en fin de compte, Brossard, à un moment, m'appelle pour faire partie d'un tournoi. Il m'invite. Puis ça a été un peu ça, le moment où je me suis dit, OK, ben si Brossard considère que je pourrais jouer pour eux, OK, c'est comme une validation, là. Je pourrais peut-être jouer à un plus haut niveau. Et dans les mois qui ont suivi, ben j'ai changé de club. Je suis allé chez eux. Puis l'équipe du Québec aussi, il y avait des essais. Mon coach à Brossard m'a recommandé d'y aller. Puis c'est ça qui a été le début. J'ai été choisi pour l'équipe du Québec. Donc, autour de 14-15 ans, on est au secondaire, là, puis on commence à faire des tournois. On les gagne aux États-Unis. C'est difficile de mesurer si tu des bons tournois, si tu les meilleures équipes. On s'en rend compte avec le recul que oui, il y avait on était quand même une bonne équipe, là. Puis j'ai joué avec un certain Gabriel Gervais là-bas. Et puis il y avait Patrice Bernier qui était une catégorie plus jeune, mais qui parfois montait, venait jouer avec nous parce qu'on avait besoin de renfort. Il avait beau être 1 an ou 2 ans plus jeune, il venait aider les équipes plus vieilles. Et puis, on savait là, que tu es dans l'équipe du Québec. Ça veut dire que quoi? Tu es dans la dizaine, vingtaine de meilleurs joueurs de ton âge dans la province, potentiellement. Puis, tu joues contre d'autres provinces comme l'Ontario, la Colombie-Britannique, puis c'est là que tu vois, OK, c'est comme ça qu'on fait une équipe nationale, finalement. C'est là qu'on choisit les meilleurs. Et j'étais peut-être pas encore au niveau de l'équipe nationale, mais l'équipe provinciale, c'était mon niveau à ce moment-là, puis ça me motivait à me dépasser. Donc, on fait une petite pause sur l'épisode en cours pour vous dire une chose, pour vous dire merci. Merci d'être autant présent semaine après semaine sur le podcast Histoire de foot. Mon nom est Antoine Gagné, animateur et producteur du podcast, et je vous le dis, ça me fait chaud au cœur de voir qu'à chaque semaine, vous êtes présent pour écouter les différentes histoires de foot qu'on a avec nos invités. Maintenant, si vous écoutez le podcast depuis quelques temps maintenant, vous le voyez, on n'a pas de sponsor, on n'a pas de gens qui vont venir financer le podcast. Tout est fait avec notre propre argent de A à Z. Et la seule chose que vous pouvez faire aujourd'hui pour nous aider, pour nous encourager, c'est simplement de vous abonner. De vous abonner sur YouTube, de vous abonner sur Spotify ou encore sur Apple Podcasts. Plus l'auditoire grandit, plus qu'on va être capable d'avoir des invités de classe mondiale et de continuer à vous livrer des histoires de foot qui vont pouvoir marquer votre esprit. Donc, je vous remercie encore. De retour à l'épisode en cours. 2 médailles d'argent, donc c'est un peu crève-cœur, on gagne en finale. Mais là, tu me disais juste avant le début du podcast que tu as eu ta revanche. Il y a eu les Jeux du Canada, je pense, quelques années plus tard. Ouais. Et là, finalement, c'est pas l'argent qui s'est retrouvé la médaille que vous êtes allé chercher. Oui, bien, juste pour expliquer, l'équipe du Québec, c'était un peu la sélection des meilleurs joueurs de la Rive-Sud, de Montréal, de Laval, de Québec, de partout dans la province. On faisait des entraînements dans des gymnases, oui, dans des conditions. On n'avait pas de centre intérieur dans les années 90. Ça ne nous empêchait pas de faire des essais, des camps d'entraînement, même un voyage en France avec une équipe du Québec en U17. On savait qu'on avait une bonne équipe. On savait qu'on avait des joueurs qui étaient dans l'équipe nationale, puis on visait la médaille d'or. Et je me souviens qu'en U17, il y avait une drôle de formule. Pas de finale. Tout le monde affronte tout le monde. C'était comme un tournoi à la ronde. Et on bat l'Ontario. L'Ontario avait à ce moment-là peut-être le meilleur joueur canadien de cette époque-là qui s'appelait Dwayne DeRosario. Ben, un futur meilleur joueur canadien. Et d'autres vedettes, je dirais. Et on fait un super match, un match excitant. On bat l'Ontario 3-2 chez eux, parce que le tournoi, ça se passait à Hamilton, en Ontario. C'est une grande, grande satisfaction. Mais peut-être qu'on a crié victoire trop vite parce que le lendemain, on jouait contre la Colombie-Britannique, qui nous semblait sur papier un peu moins fort. Puis effectivement, après 30 minutes de jeu, on mène 3-0. On joue tellement bien, là, on fait ce qu'on veut, puis on aurait pu en marquer 4 ou 5. Mais il s'est passé des choses dans ce match-là que je m'explique mal. Il s'est mis à pleuvoir. Ça a été, et puis, il y a un renversement de vapeur. En 10 minutes, ils font 3 buts.
Puis à la mi-temps, c'est 3-3. Puis là, on est en état de choc parce que c'est un traumatisme ce qui va se passer parce qu'on va finir par perdre le match 8-4. 8-4 au soccer. Là. Ouais, je te vois, là. 8-4. Ça m'a marqué, celle-là, parce qu'on n'était pas supposé perdre ce match-là. On avait le titre de championnat canadien qu'on convoitait. Ça faisait 6 mois qu'on s'entraînait. Puis on l'a laissé s'échapper. On ne comprend pas ce qui s'est passé. Ouais. En fait, tout ce qui touchait se transformait en but. Là. C'était incroyable, 8 buts. Et puis nous, on a mal joué. Fait qu'on termine avec la médaille d'argent dans ce tournoi-là, mais c'est comme une petite blessure. On était vraiment affectés. On pleurait sur le terrain. Moi, j'avais pleuré sur le terrain après ça. Puis quand j'étais petit, je pleurais quand je perdais, mais là, à 16 ans, pleurer, c'était plus rare. Là, puis là, ça m'est arrivé. Fait avec ce groupe-là, on s'est un peu retrouvés, puis on s'est retrouvés dans une finale aux Jeux du Canada au Manitoba en 97. C'est un match qui passait à la télé. On était vraiment motivés, puis on a battu la Colombie-Britannique 3-1. Puis ça, c'était un peu, là, c'était la revanche qu'on... Puis là, Patrice était là. Il y avait d'autres futurs professionnels qui étaient là dans le groupe. Fait que, ouais, un très bon souvenir. Et tu joues au milieu à ce moment-là? Oui, milieu de terrain, toujours milieu de terrain plus défensif. Ça ne doit pas trop bouger à travers la carte. Des fois, tu as des joueurs qui commencent plus haut, qui descendent à travers toujours le milieu de ton côté. Plus milieu de terrain, mais quand j'arrive chez les pros, on m'avait fait jouer quelques fois défenseur. J'aimais moins ça, mais parce que je n'étais pas très rapide, puis je trouvais que ça pouvait exposer une de mes faiblesses, le manque de vitesse. Mais ça m'a été utile parce que chez les pros, c'est comme ça que j'ai fait ma place au départ. J'ai joué défenseur, côté droit. Et puis en fin de carrière, je suis redescendu vers un rôle de défenseur. Donc, une certaine polyvalence ne peut pas nuire pour faire une plus longue carrière. Bon, donc au moins, l'histoire avec les équipes du Québec, ça termine bien. On a une médaille d'or avec les Jeux du Canada. Là, par la suite, tu as une expatriation. Tu t'en vas aux États-Unis pour aller faire tes études à l'université Fairleigh Dickinson aux États-Unis, au New Jersey plus spécifiquement. Bon, c'est à peu près tout le temps la même chose que j'entends, des joueurs qui jouaient dans un milieu local au Québec et là, ils vont aux États-Unis. Il y a un petit peu ce choc de se dire, il y a des installations un petit peu plus sophistiquées, les programmes sont plus sérieux. Est-ce que c'est la même chose que tu sens? Parce que ça peut être vrai pour certaines universités, mais des fois, ça l'est peut-être moins pour d'autres. Comment ça s'est passé à Fairleigh Dickinson? Je pense qu'à ce moment-là, là, on parle de 96 à 2000, là, je suis aux États-Unis. Je pense que oui, le circuit universitaire américain offre peut-être des standards plus élevés à cette époque-là. Je dirais que la différence est pas aussi grande maintenant. Je pense que nos universités québécoises, canadiennes offrent un niveau de jeu, une compétition qui est intéressante avec aussi un soutien. Je trouve que c'est motivant jouer à l'université au Québec maintenant, alors qu'à l'époque, c'était plus... c'était inégal, je veux dire. C'était moins bien structuré. Donc, d'avoir une bourse, une offre comme ça, c'était un peu comme l'offre que tu ne peux pas refuser. Je l'ai senti comme ça. J'étais un peu impatient. Si je faisais une recommandation à des jeunes aujourd'hui qui se trouvent dans cette situation-là, c'est d'aller visiter, d'aller regarder c'est quoi qu'on offre, d'aller faire plus de recherches. J'ai été naïf là-dedans. Je jouais j'avais joué à Brossard, je l'ai dit. On faisait des tournois aux États-Unis. On s'attendait, en gagnant des tournois comme ça, à recevoir une panoplie d'offres pour choisir un scholarship à tel ou tel endroit. Ça n'a pas été comme ça. J'avais des appels, mais c'était faut que tu payes pour venir jouer chez nous. Et puis, on parle des dizaines de milliers de dollars. Il n'en était pas question pour mes parents, puis ça n'avait jamais été ça qu'on envisageait. Mais quand on t'offre une bourse complète, là, on parle à cette époque-là, c'était dans les 20-25 000 par année, couvrir tes frais d'études, puis ils te paient ça avec la résidence et tout, c'est dur de dire non. Après, je connaissais pas l'université Fairleigh Dickinson. Je savais que c'était au New Jersey, mais en termes d'infrastructure, c'est certainement pas celle qui est la mieux nantie. Puis on a joué à Princeton, on a joué à l'Université de Virginie, des matchs où j'étais très impressionné par l'endroit qui nous accueillait. C'était
nous, je ne veux pas dire que c'était pas le ghetto, là, mais c'était un truc de banlieue de New York. Puis je suis fier d'avoir joué là. Puis ça m'a forgé comme joueur puis comme personne. Mais je me lançais dans l'inconnu. Donc, je recommanderais de faire un peu plus de recherche avant d'y aller. Surtout que maintenant, là, il y a toutes sortes de conseillers pour aider les gens qui voudraient choisir cette voie-là. Puis je suis curieux un petit peu ici, c'est que ça a été, au final, tu as choisi cette université-là, mais tu aurais pris plus de temps pour aller peut-être faire le tour, peut-être envoyer, parce que on dirait, et il y avait un joueur qui est venu sur le podcast récemment, il me disait, moi, j'ai envoyé à peu près 1000 personnes différentes mes vidéos, puis là, c'est comme ça que j'ai reçu tranquillement des bourses qui sont venues. Bon, bien entendu, c'est une époque qui est différente, on n'a pas nécessairement la même possibilité, mais est-ce que c'est ça un petit peu que tu veux nous dire, c'est que peut-être si tu avais été plus intentionnel sur ta recherche, il y aurait eu des offres de d'autres types d'universités avec plus d'infrastructures? À cette époque-là, je connaissais 2 ou 3 personnes qui avaient fait ce parcours d'être allés aux États-Unis. Donc, je n'avais pas vraiment de référence. C'est premier quasiment. Ben, il y en avait avant, je pense, un joueur qui a joué pour l'Impact de Montréal, Rudy Deliska. Il a fait une carrière au New Hampshire. Mais pour moi, je ne le savais pas. Je ne savais pas, puis je n'étais pas en contact avec Rudy Deliska à cette époque-là. Je l'ai appris après. Et je ne savais pas que d'autres joueurs québécois avaient fait ce cheminement-là. Il n'y avait pas vraiment de guide dans tout ça. Et j'ai pris la première offre sérieuse. Et je pourrais dire que peut-être j'étais dans une position où, si j'avais été plus patient, probablement que j'aurais reçu 1 ou 2 autres offres. Mais j'avais peut-être la crainte à ce moment-là que ça n'allait pas se passer comme ça. Donc, je me suis dit, j'y vais. Donc, c'est ça ma recommandation maintenant. Puis, il y a plein de façons d'y aller. Puis, je ne dis pas que on a une académie au CF Montréal qui peut aider un joueur qui veut privilégier les études à faire ce cheminement-là. Et il y en a d'autres qui vont faire un saut directement chez les pros. Et je pense que les deux se valent. Maintenant, chacun va trouver sa voie. À cette époque-là, il n'y avait pas d'académie, il n'y avait pas d'équipe réserve. Donc, c'était ce qui me paraissait le plus haut niveau comme athlète. Et puis, c'était une bonne solution côté études aussi. Parlant de niveau, ça ressemble à quoi là-bas? Quel type de foot tu rencontres? Est-ce que c'est considérablement différent avec ce que tu avais à Montréal? C'était différent, oui, parce que je trouvais que c'était peut-être moins fort techniquement, mais encore là, ça dépend des matchs. Mais physiquement, c'était une autre game. Je pesais 168 livres quand je suis arrivé là-bas et j'étais vraiment léger. Et on m'a dit, comme Aimé Jacquet dit à Robert Pires dans Les yeux dans les bleus, il fallait muscler mon jeu. Et puis, littéralement, je suis allé au gym, puis j'ai pris 20 livres de poids en peu de temps. Et ça ne m'a pas vraiment aidé à être un meilleur joueur. En fait, ça m'a ralenti. Donc, c'était un équilibre que je devais chercher. Oui, il fallait que je sois plus costaud. Il fallait que j'apprenne à jouer contre des hommes. Puis surtout, avec un arbitrage qui permettait toutes sortes de contacts puis d'accrochages qu'on ne permettait pas ici. Et puis, je le pense encore. Je trouve qu'au Québec, c'est un peu une faiblesse dans notre développement des joueurs. C'est que notre jeu permet pas assez de contact physique. Puis là, je veux pas que ça devienne violent, notre jeu. C'est pas ça que je suis en train de dire, mais on tolère tellement peu de contact entre les joueurs que ça devient un peu... ça empêche nos joueurs d'élite de s'adapter à la réalité dans d'autres ligues, aux États-Unis ou en Europe. Et puis là, quand on augmente le niveau d'intensité de notre réaction, le joueur québécois, c'est une généralité, ce que je veux dire, mais c'est on n'aime pas ça, on est inconfortable et parfois on réagit avec un manque de maturité. On fait des fautes qu'on ne ferait pas d'habitude, ça se retourne contre nous, carton jaune, parfois carton rouge. Puis là, on accuse l'arbitre de ne pas être bon. Alors que dans une ligue comme aux États-Unis, ben, c'est un peu ça la norme. La tolérance est plus élevée. Et donc, tu ne t'énerves pas avec un premier accrochage. C'est juste comme ça. Et tu l'apprends. Ensuite, c'est un jeu qui est plus... À cette époque-là, je trouvais que c'était plus influencé par le jeu à l'anglaise. Un peu plus direct. Pas nécessairement plus beau, mais c'est bon de sortir de ton milieu puis de connaître ce qui se fait ailleurs. Et c'est ce que j'ai appris dans le circuit universitaire. C'est un jeu plus physique, plus axé sur les performances athlétiques. Puis en MLS, ça paraît encore dans certains matchs.
Pas uniquement, pas unidimensionnel, mais ça peut être comme ça. Des anecdotes, des matchs importants, peut-être des séries, des qualifications, des moments qui ont marqué ton imaginaire. Est-ce qu'il y en a quelques-uns? Moi, je m'abreuvais donc des matchs de haut niveau. Moi, quand j'étais plus jeune, des matchs de haut niveau, ils nous sortaient de notre zone de confort. C'était pas nécessairement ceux que j'aimais. Alors, nous, on jouait dans une bonne équipe. On gagnait souvent le championnat de saison régulière ou les finales. Puis, c'était pas inhabituel qu'on gagne par 4, 5, 6 buts. Oh, wow. Que chacun fasse son but. Là, ça, c'était le plaisir. On fait nos célébrations. Tout le monde se la raconte un peu. Mais c'est pas ça qui va vraiment t'amener à jouer à un haut niveau. Je me souviens qu'on avait joué un match au Minnesota dans un gros tournoi qui s'appelait la USA Cup. C'est le tournoi qui avait le plus d'équipes aux États-Unis, là, 600 équipes puis dans notre catégorie. Dans notre catégorie, je pense qu'il y avait 50 équipes. Puis on avait fini 4e. On avait battu les champions canadiens qui avaient des joueurs comme Paul Stalteri qui a joué dans l'équipe nationale, comme Jason Bent. C'était vraiment une grande fierté pour nous là, de battre cette équipe-là. Fait que c'était des matchs qui nous sortaient de notre zone de confort parce que là c'était à l'arraché 3-2, c'était difficile, puis ça se passait pas comme on voulait. On pouvait pas faire nos petits passements de jambes comme on voyait à la télé. Là. On fallait qu'on soit sérieux. Mais ça, c'est des matchs qui t'amènent à te dépasser. Je me souviens qu'on avait joué à l'université, contre l'Université de Virginie, qui avait été champion en titre. Il y avait un stade spécifique au soccer. C'était magnifique. Il y avait des joueurs qui ont joué plus tard en MLS. Chris Albright était là, Jason Moore, c'était Marshall Leonard. C'était des joueurs qui étaient dans les équipes nationales. Ça m'avait motivé. Puis nous, le petit programme, Fairleigh Dickinson, on marque le premier but. On cause de surprise. On les amène en prolongation parce qu'il n'y avait pas de match nul. Ça s'en allait en prolongation. Puis finalement, ils nous battent sur un but en or, si je me souviens bien. On avait fait un super match, mais on perd. Mais quand même, ça, c'était marquant. C'était satisfaisant de jouer des matchs comme ça. Ça, c'est mes bons souvenirs. On n'a pas... Non, je veux dire, j'ai été un pionnier à Fairleigh Dickinson. J'ai semé... On a préparé le terrain pour ce qui allait suivre parce qu'on n'a jamais réussi à faire partie du tournoi de fin de saison, ce qu'on appelle le tournoi de la NCAA. Et puis, 1 an après que je sois allé, ils se sont rendus. 2 ans après, ils ont fait le meilleur résultat de l'histoire du programme. Donc, moi, j'en ai pas fait partie, mais... De semé, ils ont récolté. C'est ça, les joueurs avec qui j'étais en 2000, 2 ans plus tard, eux autres, ils réussissaient. Fait que je les ai peut-être un peu inspirés. C'est comme ça que je me raconte l'histoire maintenant. Et comment se passe tranquillement la transition vers le volet professionnel globalement? Donc, bien entendu, aujourd'hui, tu peux aller aux États-Unis, faire les universités, il y a les combines par la suite qui vont te donner les possibilités. Vous avez cette super belle infrastructure aujourd'hui également avec le CF Montréal qui permet un peu la progression. Est-ce qu'il y a ça devant toi à l'époque? Parce que tu as joué pour une équipe aux États-Unis, les Twin Cities Tornadoes, qu'on parlera dans quelques minutes, mais est-ce que ça vient d'une transition, d'un parcours qu'on dit aux jeunes, voici la prochaine étape, ou c'est toi qui te l'as improvisé un peu? C'est pas mal plus l'improvisation, peut-être plus folklorique à cette époque-là. Mais avec le recul, tu as mentionné les Twin Cities Tornadoes. Donc, moi, je me souviens, là, l'université, ça commence... c'est difficile au premier contact, même que je me demande si je veux rester. La deuxième année, par contre, j'ai une très belle année. Puis, je suis dans des équipes d'étoiles régionales, dans ma conférence et tout. Et ça me dit que je me fais remarquer par pas seulement mon coach, mais les coachs contre qui on joue. Et on va m'offrir d'aller un été aux États-Unis jouer dans une ligue de développement. Ça se passe au Minnesota. Fait que c'est une drôle d'aventure. Là-bas, c'est le club école qui s'appelait le Minnesota Thunder. C'est l'équipe qui affrontait l'Impact dans ce circuit-là. Moi, je jouais pour le Twin Cities Tornado, donc la petite ligue. Et on jouait des matchs au Minnesota, en Iowa, au Kansas. J'ai découvert le Midwest américain. Ça m'a plu sur certains points, un peu moins sur d'autres. C'est différent. Hein? Mais je me suis fait les dents. Parce que c'était vraiment... Puis justement, on m'a fait jouer seulement défenseur là-bas. Moi, je pensais que j'allais arriver d'une équipe étoile de ma conférence dans le Nord-Est. Ben, c'était pas du tout comme ça. Il y avait un directeur général là-bas pour le Thunder qui m'avait quand même parlé, puis il s'appelait Bill Manning. Ben, Bill Manning, là, jusqu'à tout récemment, il était le président du Toronto FC. C'est un petit monde, c'est ça que j'essaie de raconter. À ce moment-là, il était DG du Thunder.
Puis il surveillait quand même l'équipe école, puis il me disait, ben, tu sais, viens t'entraîner avec le Thunder. Fait que je voyais que je n'étais pas si loin des rangs pro parce qu'on m'a invité à m'entraîner avec eux. Il y avait des équipes au New Jersey contre qui on jouait avec l'université, puis je me disais, ben, je ne suis pas si loin de ce niveau-là. Il n'y a pas de combine, mais j'ai été invité à faire des entraînements avec une équipe dans le Long Island. Hey, je prenais le métro, je prenais 1h30 pour me rendre là-bas, ou je prenais un lift avec un autre joueur du New Jersey pour me rendre le matin. Il me faisait courir dans la pluie. J'arrivais, je retournais à l'école l'après-midi. C'était un peu folklorique jusqu'à temps qu'on me dise « Ouais, on va t'offrir un contrat ». C'était ça un peu mes percées chez les pros. J'avais une offre de contrat avec les Long Island et moi, j'avais l'Impact de Montréal qui me disait « Ben, quand tu finis l'université, on aimerait ça te voir, mais j'avais pas d'offre de contrat. » Fait que c'était un peu... Il y en a qui vont dire que c'était broche à foin, mais j'avais pas d'agent. C'était un peu comme... on improvisait. Puis je vais faire de mon mieux. Je sais qu'ils me connaissent. J'ai peut-être une offre ailleurs, mais c'est pas très alléchant non plus. Qu'est-ce que je fais? L'offre à New York, Long Island, n'est pas intéressante? Comparable à ce que j'avais. Mais en fait, là-bas, l'argument, puis c'est un peu la même chose, c'est que le contrat, il est de 4 à 6 mois. C'est pour l'été. Mais si tu veux faire ta vie, je vais t'aider. J'ai une école de soccer. Le reste de l'année, tu vas coacher. Et en fait, aux États-Unis, du moins, tu vas faire pas mal plus d'argent comme coach qu'en jouant. Mais tu vas pouvoir t'amuser, tu vas pouvoir prolonger ta carrière de joueur. Mais je voyais un peu quelle était la vie des anciens de l'université qui faisaient ça. Puis, assez vite, ils se disaient, mais qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Je veux vivre. C'est pas le coût de la vie aussi. À New York, c'est pas évident. Tu fais pas ta vie avec un salaire de 1 500 $ par mois. Là. Mais tu vas en faire 4 000 5 000 comme coach si tu travailles très, très fort. Fait que là, quel est ton choix? Mais je voyais aussi, moi, je veux rester près du terrain, je veux jouer, puis j'aimerais ça revenir à la maison. En fait, c'est là que je veux jouer parce que il y a pas mal plus de monde qui regarde les matchs à Montréal qu'au Long Island ou au Minnesota. Fait que c'était un peu ça ma motivation de revenir au club que j'avais vu gagner un championnat en 94. Ça m'avait marqué, puis je me dis, ben c'est ça mon rêve. Peut-être que l'Europe, c'est one step too far, c'est peut-être le niveau que j'aimerais, mais je ne le sens pas réaliste au moment où on se parle, dans la fin des années 90. Mais l'Impact, je me dis, je pense que je peux aider, puis je pense que je vais le faire comme avec fierté. Donc, commençons là, allons là, puis ça va se produire. C'est un peu, tu sais, j'ai dit que j'improvise, mais Là, je vais être un peu, là, si tu veux, tu peux, là, mais je sens que c'est ça que je veux faire. Puis quand j'aurai l'offre, je vais leur montrer qu'ils ne se tromperont pas. Tu as dit l'Impact me dit de revenir après mes études. Ça veut dire que les contacts avec eux ont commencé à la dernière année d'université. Et comment te connaissent-ils? Est-ce que c'est par des connexions communes? Est-ce que toi-même, tu as été proactif en leur disant, écoute, c'est en train de bien se dérouler aux États-Unis? C'est que l'Impact avait changé d'entraîneur, était dans une période incertaine aussi. Il y a eu une année où l'équipe jouait à l'intérieur, au soccer intérieur. Après, elle n'a pas joué une saison à l'extérieur en 99. Donc, on n'était même pas certain que l'Impact continuerait. Il y avait un groupe d'actionnaires, il y avait plusieurs personnes. Bref, un de ces actionnaires-là était un peu en contact avec quelqu'un qui m'aidait à négocier ça. Le coach, aussi, à cette époque-là, était Zoran Jankovic en 2000. Alors, il y avait une sorte d'entente qu'on m'avait repêché aussi pour que je fasse partie de l'équipe à l'intérieur. Bref, au mois de... Quand je fais ma graduation, là, au mois de mai 2000, on me dit, ben tu t'en viens, tu vas t'entraîner avec l'équipe, et puis après quelques entraînements, on m'offre un contrat de manière formelle. C'est un contrat que je vais signer. Et puis, à partir du mois de mai 2000, je fais partie de l'équipe. Puis j'étais déjà en forme. Là. Je m'étais entraîné avec l'équipe universitaire. Donc, j'avais eu quelques entraînements avec le groupe à l'intérieur. Donc, je n'étais pas un visage inconnu. Mais ça se passe plus comme ça. Là. C'est tellement... C'est ça. C'est une anecdote parce que la recherche se fait, les contrats sont... On est dans un autre monde de nos jours. C'est une autre époque. Puis,
sans nécessairement rentrer dans les détails, le contrat que l'Impact t'offre à ce moment-là, est-ce qu'il te permet de vivre du foot ou va falloir encore que tu aies des petits à côté pour continuer à vivre? En toute sincérité, c'est une job d'été. C'est un contrat de 4 mois, de mai à septembre. Je me fais pas d'illusions, je le sais très bien et je m'attendais à ça. Mais je me dis, c'est un contrat de première année, puis c'est le moment. Je sors de l'université. Je sais qu'au mois de septembre, je vais envoyer des CV, j'aurai pas le choix, je vais faire autre chose. À moins que je me trouve une équipe pour jouer à l'intérieur, mais c'était même pas vraiment dans mes plans. C'était, non, j'avais vu que Patrick Diot, lui, était un joueur l'été, puis était professeur au secondaire le reste de l'année. Puis je me disais, ce serait pas si fou, je sais pas comment je vais faire, mais ça me faisait pas peur. Mais j'avais pas encore de plan très, très clair à ce moment-là. Et bon, dans cette équipe-là, je pense qu'il y a des visages familiers. Si je me trompe pas, il y a Patrice Bernier qui intègre le club à peu près au même moment que toi. Gabriel Gervais, était-il dans l'équipe également à ce moment-là? Tu arrives un peu plus tard. Alors, Gabriel Gervais, lui, jouait à Rochester dans la même période. Et on a le même âge, on a eu à peu près la même période à l'université, on est sorti, on a gradué en 2000, donc lui commence à jouer à ce moment-là à Rochester, qui était près de Syracuse, son université. Il reçoit une offre, il a décidé d'aller là. Donc, lui, c'est 2 ans plus tard. 2 ans plus tard. Il va arriver avec l'Impact. Et comment ça se passe avec l'équipe au début des années 2000? Parce que je me rappelle, j'en parlais avec Patrice, il y avait beaucoup d'incertitudes. Il y a une année même que l'équipe n'avait pas joué. Comment ces premières années-là se mettent en place, le niveau, puis ton intégration un peu à Montréal? Il y a des visages connus. Nick DeSantis, Mauro Biello font partie de l'équipe. John Limniatis aussi. Mais oui, il y a un nouveau propriétaire en 2001, Ionian. L'équipe fait faillite. On n'est pas certain qu'on va pouvoir jouer en 2002. Mais il y a une reprise. Puis il y a vraiment des signes plus encourageants à partir de 2002. On a un coach américain, Bob Lilly. Gabriel Gervais, on va le chercher de Rochester. Et puis, il va devenir si on veut, la pierre d'assise parce qu'il va jouer défenseur avec Nevio Pizzolito. Moi, je connaissais Gabriel Gervais. Je savais ce qu'elle allait apporter. Et puis, Patrice, toujours là. Et avec les vétérans qui nous montrent un peu la voie, ça commence à être intéressant. On joue au Centre Claude Robillard. Puis là, il commence à avoir plus de monde. Puis on se met à gagner des matchs. On est beaucoup plus compétitif. Quoi qu'on avait montré des signes en 2001 avec des jeunes joueurs, là, qu'il y avait du potentiel. Je pense à Rocco Placentino, José Maillard, Ali Gerba. On voit qu'il y a des bons joueurs au Québec. C'est juste qu'on n'est pas encore prêt à jouer à ce niveau-là, peut-être. Mais en 2002, 2003, on commence à faire notre place. Et puis, ça jette les bases de ce qui va mener à un titre en 2004. Ben oui, et parlons un petit peu de ce titre en 2004 que vous gagnez. C'est pour la A-League. C'est quoi les souvenirs que tu gardes un petit peu de ça? Les plus beaux moments peut-être au Stade Saputo? Oui. Pas au Stade Saputo, au Claude Robillard, pardon. Claude Robillard, oui. Puis non, oui, au niveau personnel, c'est peut-être le meilleur souvenir de victoire avec le club. Il y a quelque chose, en anglais, on dit un moment full circle, parce qu'en 94, j'avais vu l'équipe jouer, gagner un titre au mois d'octobre au Centre Claude Robillard, une foule record. D'avoir autant de monde qui regarde un match de soccer à Montréal puis qu'on gagne, c'était vraiment excitant. Ça faisait vraiment vibrer. Moi, ça venait chercher des émotions que je ne comprenais pas vraiment à ce moment-là à quel point c'était ce qui venait me donner le plus de frissons. Puis en 2004, après avoir eu des années comme 2000, 2001, 2002, c'était difficile. Tu ne gagnes pas beaucoup d'argent. Là, une chose en passant, c'est que les conditions s'améliorent aussi à chaque année. Non seulement ton contrat se prolonge, mais tu as comme une garantie d'avoir une bonne base salariale ou on s'approche en tout cas de quelque chose. Donc, tu peux te concentrer vraiment sur ça. Là. Puis, tu as besoin de le faire. Hein? Là, j'ai 25, 26 ans. C'est des moments qu'on veut être les meilleurs, puis on est capable de le faire, puis on gagne devant 13 000 personnes. C'est vraiment... c'est une belle ambiance au Claude Robillard. Une super belle ambiance. On a bien joué. Parfois, là, on fait notre autocritique. On gagnait des matchs à cette époque-là, mais on ne jouait pas toujours bien parce qu'on était... Peut-être qu'on était nerveux.
on jouait de manière un peu défensive. Puis, tu sais, c'était un courant. Là, hein. À cette époque-là, là, peut-être on était influencé par le jeu à l'italienne, mais en 2004, là, l'Euro, c'est les Grecs qui gagnent d'une manière très défensive. Fait que c'est un peu ça la recette. Puis j'avoue qu'on joue un peu de même. On joue souvent, on gagne 1-0. On gagne des matchs à l'étranger. Là, les gens ne les regardaient pas à la télé, mais c'était pas toujours beau à voir. Là. Mais quand on gagne à Montréal en 2004, on gagne 2-0, on fait des beaux buts, on joue bien. Ça, c'est vraiment une grande fierté. Puis ça ouvre les portes de l'équipe nationale aussi à plusieurs joueurs. J'en fais partie. Donc, c'est comme, hey, non seulement on gagne chez nous, mais on joue bien. Puis on a comme une sorte de reconnaissance. Là. Puis ça amène à des très bons moments dans ma carrière. Puis tu parles de l'équipe nationale. Je pense que tes premières sélections ont eu lieu en 2005. Oui, c'est ça. Est-ce que tu sens qu'à ce moment-là, tu es peut-être au meilleur moment de ta carrière un peu en tant que joueur? Un des meilleurs moments, certainement. Avec le club 2004, c'est un de mes meilleurs souvenirs. 2005, je bénéficie certainement de notre succès collectif. J'en fais partie. Je suis un des joueurs dans le 11 partant. Je suis constamment là. Puis quand je vais dans les camps d'équipe nationale, déjà, c'est un honneur d'être appelé dans un camp d'équipe nationale. Je me prépare bien et Là, les gens ne peuvent pas savoir ça parce que c'est un camp fermé, mais je connais parmi mes meilleurs moments. Un camp en janvier 2005, je sais que j'étais vraiment au sommet de ma forme et puis que ça va super bien. Il y a des joueurs de Vancouver, de Toronto, de Montréal. Là, je me sens comme dominant. On joue contre des joueurs de MLS dans des matchs puis je marque des buts. Puis moi, je ne marque pas beaucoup de buts. Donc, je sais que j'ai comme gagné ma place en équipe nationale dans un camp comme ça. Après ça, quand on arrive au camp, quand on joue la Gold Cup en 2005, oui, c'est des bons moments, mais peut-être que j'arrive un peu plus fatigué, je ne suis pas au sommet, puis j'ai trouvé ça dur. Puis mentalement, peut-être aussi, j'étais peut-être un peu plus brûlé parce que tu donnes tellement. Avec le recul, je me rends compte que j'ai pas à faire j'étais fier, j'ai joué pour l'équipe nationale, je suis fier de l'avoir fait, mais j'ai pas à faire mes meilleures performances là. Ça, c'est peut-être un regret que j'ai eu. Tu sais. C'est comme si tu es un athlète olympique, puis tu es meilleur à tes qualifications qu'aux Jeux olympiques. C'est dommage. Je le comprends maintenant avec le recul, mais c'est un peu ça qui m'est arrivé. J'ai eu d'autres touches avec l'équipe nationale dans des camps, mais j'ai pas rejoué. Fait que c'est difficile de maintenir un niveau comme ça. Mais tu sais, je suis fier de ce parcours-là. Puis j'ai l'impression aussi que après, j'ai eu des blessures parce que là, il y avait comme du surentraînement, mais je reviens plus fort plus tard dans ma carrière, peut-être avec plus de sagesse. Fait que quand j'analyse mon parcours personnel, oui, 2004, c'est fort, 2005 aussi, mais je frappe un peu le mur en 2006 avant de revenir plus fort plus tard. Mais là, on vieillit, puis c'est là que les blessures sont plus difficiles là, à gérer. Mais parlons-en un petit peu de ça parce que l'évolution de ta carrière, il y a quand même des moments très importants qui se déroulent avec l'Impact. Malheureusement, je pense que tu as eu peut-être certaines blessures pendant le parcours assez fascinant que vous avez eu en 2008-2009 pour la Ligue des champions CONCACAF. Donc, on va essayer de situer un petit peu les gens là, qui nous écoutent aujourd'hui. Vous avez atteint les quarts de finale de cette Ligue des champions CONCACAF, mais vous n'êtes pas en MLS en ce moment-là. Ouais. Donc, c'est aujourd'hui, même aujourd'hui, on serait très fiers de voir le club atteindre ces niveaux-là. Ouais. Mais là, vous jouez, c'est en USL à ce moment-là, donc c'est Division 2 nord-américaine. C'est ça. Et là, vous allez jouer contre des clubs en Division 1, vous les battez. Ouais. Je sais que tu joues des matchs, il y en a d'autres que tu joues un peu moins à cause des blessures, mais parle-nous peut-être un peu de ce moment-là, parce que moi, je me rappelle, j'allais au stade, je regardais les matchs, c'était des moments vraiment intéressants. Donc, écoute, le parcours de l'Impact, sa croissance, c'est assez phénoménal là, entre les moments difficiles en 2001, on remplit le stade en 2004 à Claude Robillard. On se rend compte que c'est plus assez grand pour nous. On va construire le stade Saputo 2007. Et à ce moment-là, Toronto fait son entrée à MLS. Fait que le soccer canadien est en train de changer. Des clubs s'en vont à MLS. Et puis, il y a cette compétition CONCACAF qui pointe. Puis même nous, on ne sait pas comment on fait pour participer à ça. Ouais. Le Canada va avoir un représentant. Il faut organiser un championnat canadien. Et puis, ça se met en place. Pour nous, là, c'est 2008. L'aventure commence là. On réussit à se qualifier comme club canadien parce qu'on bat Vancouver et on bat pas Toronto, mais c'est une sorte de tournoi à la ronde, mais eux, ils ont perdu. Bref, on fait le résultat qu'il nous faut
Et on obtient notre billet à partir du mois de juillet 2008. Là. On sait là, qu'on est champion canadien, puis nous, on va avoir accès à cette fameuse Ligue des champions. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, la Ligue des champions? Hey, on va jouer des matchs dans les Caraïbes, en Amérique centrale, peut-être au Mexique. Et c'est ce qui se passe en 2008. Et puis, on fait tellement bien, on est tellement motivé. On a beau être en deuxième division, comme tu le dis, on surprend tout le monde et on va jouer un match en CONCACAF en quart de finale contre un gros club mexicain, Santos Laguna. Ah, comment on va faire ça? Ça a lieu au mois de février. Il va falloir qu'on joue au Stade olympique. Oui. Et là, c'est complètement inédit là, pour moi à ce moment-là. Fait que toute cette aventure-là, si tu nous en parles au début de 2008, on ne voit pas comment ça va être possible, mais on sent qu'on est ailleurs. On a un stade qui est pour nous. La MLS, ça ne nous fait pas nécessairement peur, mais on n'est pas encore là. Peut-être que c'est notre prochaine étape, mais commençons par la CONCACAF. Et on mérite notre place. On la gagne avec des victoires contre des adversaires qu'on ne connaissait pas. Joe Public, Atlante, Olympia. Tous des noms super exotiques. Les gens viennent au stade, mais on fait bien. Et puis après, tu as Santos Laguna avec une aventure Stade olympique et là-bas, un match qui tourne un peu contre nous. Moi, au niveau personnel, écoute, maintenant, je fais du sport d'endurance, du triathlon, puis on est toujours en train de s'assurer de ne pas faire trop d'entraînement. Clairement, là, avec le recul, en 2007-2008, j'en faisais trop. Et j'ai des blessures, c'est des fractures de stress aux pieds. J'ai peut-être l'angoisse de vieillir, puis je me dis, il faut que je m'entraîne, il faut que je sois en super forme. Fait que je cours. Mais on est juste sur des surfaces synthétiques. J'endure la douleur. Les signes sont là, mais je ne veux pas les voir. Puis, à un moment donné, tu peux plus. Tu as beau jouer avec une injection de cortisone, à un moment donné, tu as mal, puis tu n'es plus capable. C'est ça qui m'arrive en 2008. À un moment, j'ai beau jouer. Je sais qu'on joue contre Real Estelí. Je rentre sur le terrain, je dis au coach que je suis prêt, puis après 50-60 minutes, là, il se passe quelque chose. Là. À la fin du match, là, je suis plus capable de marcher. Et j'ai vraiment mal. Tant que je suis. Puis là, je me dis, l'adrénaline, ça va revenir, je vais être capable de jouer quand c'est le temps, mais c'est à un moment donné, il y a non, mon corps me dit non, t'as mal, là, t'as mal aux pieds. Je suis dans des bottes de marche et tout. Fait que c'est ça mon espèce de moment, là. À ce moment-là, j'essaie de faire 3 entraînements semaine au lieu d'en faire 5. J'essaie de convaincre le coach que je suis capable de l'aider quand même. Je suis sur le banc au Stade olympique quand on joue contre Santos Laguna, puis j'aurais pu jouer 10-15 minutes, mais le coach me dit, mais regarde, ça marche pas, là. J'ai besoin de toi pour toute l'année, puis je peux pas te faire juste jouer 5 minutes de temps en temps. J'ai besoin de toi pour 90 minutes et tout. Fait que soigne-toi. Fais ce que tu as à faire, arrête de t'entraîner 1 mois s'il faut, mais là, ça m'a brisé le cœur parce que c'était le moment où on jouait contre Santos Laguna. Fait que, mais tu vois, fait que le match de Santos Laguna, moi, je l'ai regardé à la télé, le match au Mexique. C'est des drôles de sentiments pour moi. J'étais vraiment triste pour l'équipe, mais j'ai peut-être pas vécu le même traumatisme. C'est plus personnel que pour l'équipe qui perd un match dans les derniers moments dans un stade au Mexique. Mais le club, à ce moment-là, il est très performant. Cette fenêtre de 5 ans-là, vous avez gagné en 2004. Il y a cette aventure en Ligue des champions CONCACAF en 2008 qui se prolonge en 2009. Puis également, à la fin 2009, vous gagnez le titre. Là. Vous gagnez le titre de la Ligue en USL First Division. 2e titre en 5 ans. C'est des beaux moments pareils. Là. On avait vraiment... bipolaire, là, c'est peut-être surutilisé, là, mais il y avait des hauts et des bas dans notre saison. Même en 2008, parce qu'on a le nouveau stade, on n'arrive pas à gagner pendant 2-3 matchs. C'était difficile à débloquer, mais on arrive quand même à se replacer. Puis quand c'est important, on gagne le championnat canadien. Après ça, on fait un parcours honnête en série, mais on fait bien en CONCACAF. L'année d'après, on commence mal. On est comme traumatisé de la défaite en CONCACAF. Mais on va se regrouper, il y a un changement d'entraîneur, c'est un déclic, et puis on va revenir en force, puis on arrive dans les séries, puis on gagne tout, puis on gagne le championnat. Fait que notre équipe était capable du meilleur et du pire. Mais quand on avait les ressources, on était très, très bon pour le niveau où on était. C'est vrai que c'était un bon moment, et puis ça va nous mener... On le sent que la MLS n'est pas loin, là, puis c'est en 2010 que ça va être annoncé. Je pense qu'en 2008 ou 2009, il y a une petite déception parce qu'on ne rentre pas immédiatement à MLS. C'est Vancouver qui va avoir la place.
Mais on sait que c'est pas loin et ça se produit en 2010. Donc, on se dit que nous, on fait ce qu'on a à faire. On est sur le terrain, on gagne les matchs qu'on doit gagner. Des fois, on est un peu plus, peut-être 2010, c'était un peu décevant par rapport à ce qu'on était capable de faire, mais on sait que le meilleur est à venir parce que la MLS s'en vient puis que c'est annoncé pour 2012. Ça discutait dans les coulisses, tout ça? Ben oui, puis il y a une conférence de presse pour rendre tout ça officiel, alors que c'est un drôle de moment pour les joueurs. Hein? On est en USL, nous, on joue le championnat, on assiste à la conférence de presse. On ne sait pas qui va faire partie de l'aventure 2 ans plus tard. On sait que c'est... Puis oui, ça devient une distraction. En toute honnêteté, là, fin 2010, c'est qui va avoir sa place en MLS? Qui va être le coach? Et c'est... Je veux dire, je blâme personne là-dedans. Là. C'est une situation qui est dure à gérer. On sait qu'il faut préparer l'aventure MLS. Tu ne peux pas attendre à la fin de la saison 2011 pour le faire. Fait que tu as une drôle de saison 2011. Tu es en mode hybride. Puis moi, je suis à la fin 2010. Je suis en fin de contrat. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Fait qu'il y a beaucoup d'incertitudes là, à ce moment-là aussi sur le plan personnel. Puis bon, finalement, ce qui se déroule, c'est qu'après avoir joué 256 matchs avec l'Impact, en circuit professionnel, tu prends ta retraite le 9 mars 2011. Comment tu te sens à ce moment-là? Bien, ce qu'il faut dire, c'est que la fin de 2010, il va y avoir plus de clarté parce que je joue dans le dernier match. Je ne sais pas que ça va être le dernier match, mais on est en série. Et j'ai des bonnes sensations parce que je joue bien, notre équipe est en la lutte, mais je vais avoir une blessure importante. Puis là, je le vois comme une autre blessure importante. Je le sais sur le coup, là, c'est mon genou, c'est différent. Puis je me dis, OK, c'est pas une blessure, je peux pas recommencer à jouer la semaine prochaine. Là. Je sais que c'est plus grave que ça, mon genou est tout enflé. Et on perd. Donc, on est éliminé. Et là, les discussions s'en viennent pour mon contrat, mais mon genou est comme, de toute manière, là, j'apprends que c'est probablement une opération, c'est probablement minimum 6 mois de réhabilitation. Donc, là, je le vois comme, qu'est-ce que je fais? Et puis, j'ai déjà une sorte de carrière parallèle comme directeur technique dans une région de la Rive-Sud, comme coach. Et là, on m'annonce qu'on ne renouvelle pas mon contrat. Donc, pour moi, c'est, OK, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux leur montrer que je veux revenir? Puis, en 2011, là, tu sais, la porte est ouverte pour que je revienne au camp d'entraînement, mais avec pas de contrat au bout de la ligne. Et de l'autre côté, je me dis, j'ai aussi le monde des médias qui me dit que quand j'arrêterai, il serait intéressé à collaborer. Alors, je le vois comme, j'ai 32 ans, bientôt 33. Pour moi, c'est peut-être le moment de passer à autre chose. Et comme le club s'en va en MLS, là, je me dis, on ne me donne pas un signe qu'on compte sur moi pour cette équipe-là. Je peux me battre, mais dans le fond, je me dis, le feu brûle moins fort. Là. Ouais. Et je suis intéressé par ce qui s'en vient. Donc, je me dis que le futur, ce sera dans le coaching. C'est ça que je pense que je veux faire. Donc, je fais le choix. Je prends la décision là, au mois de décembre, là, quand on m'opère. Puis je l'annonce ensuite au mois de mars, avant le début de la saison. Pour que ce soit clair. Là, Puis en même temps, entre-temps, j'ai des bonnes nouvelles parce que j'ai un beau petit contrat à la presse, Radio-Canada à ce moment-là, aussi, qui m'offre d'être commentateur lors des matchs. Donc, je suis bien avec ça. Ouais. C'est pas... je le souhaite comme ça à tout le monde, en fait. Ah oui. Parce que c'est pas comme ça pour tout le monde. Non, c'est ça. Tu vois, il y avait Hassoun Camara qui était là il y a quelques jours et lui était très, très... serein avec la transition de joueur de foot. Il y avait beaucoup d'autres projets après. Patrice, quand il est venu, lui, tu sentais que c'était très difficile à la fin de sa carrière. Toi, ça serait plus dans un contexte que tu savais ce qui allait se dérouler par la suite, donc c'est peut-être un peu plus facile? Je ne vais pas dire que j'avais pas de frustration. Ma dernière saison, en 2010, je sentais que je pouvais jouer plus. Je sentais qu'on n'appréciait pas ce que j'offrais. Puis que, en fait, je suis en train de me transformer, je jouais comme défenseur. Moi, j'avais le sentiment que l'équipe jouait d'une autre manière quand j'étais sur le terrain, parce que j'étais un milieu de terrain qui jouait là. J'étais peut-être moins physique que d'autres défenseurs, mais je trouvais qu'on avait plus la possession du ballon, que je calmais le jeu, puis que j'avais une bonne compréhension avec mes coéquipiers. Bref, j'apportais quelque chose de différent. Je trouvais que c'était un atout, mais puis j'avais envie de montrer qu'on allait bien jouer avec moi sur le terrain. Mais c'est la blessure. J'ai eu
tellement de temps loin du terrain en 2009 que j'avais pas le choix de penser à autre chose, sinon je devenais déprimé. Fait que le mot serein, j'aime ça. Quand Asun dit ça, je comprends ce qu'il veut dire, puis je le rejoins là-dedans. Puis je connais Patrice, puis je sens qu'il y a une passion. Tu sais, je l'envie pas nécessairement, mais lui, le foot brûle en lui depuis longtemps, comme en moi, mais d'une manière différente. Et il aurait voulu jouer jusqu'à 40-45 ans. Il joue encore. Ouais. Je le sens, je joue avec lui. Puis ça carbure encore aux sensations sur le terrain. J'ai l'impression que j'ai vu que aussi j'avais plus les mêmes sensations aussi. En toute franchise, à un moment donné aussi, peut-être j'avais moins de plaisir. Donc, je voulais trouver quelque chose qui me plaisait. Et puis, je commençais à le trouver ailleurs. C'est comme ça. Parlons peut-être un petit peu de cette après-carrière dans le monde des médias. Tu as parlé de la presse, tu as parlé de Radio-Canada. On t'a retrouvé également assez rapidement sur des analyses de matchs à RDS, très souvent avec Olivier Brett. Tu parlais de sensations il y a quelques secondes. Quelles sont les sensations en tant qu'analyste, en tant que commentateur de match? À ce moment-là, ce que je voyais comme ma vocation, c'était de populariser, de rendre ça plus accessible, de le démocratiser, puis d'essayer de l'amener à un niveau plus professionnel. Je trouvais que, peut-être c'est prétentieux là, quand je m'écoute parler, mais c'est qu'on avait la sensation que le sport, le soccer, c'est le sport des autres. C'est quelque chose qu'on essaie d'amener ici au Canada, mais on n'est pas bon à ça. On se qualifie pas pour la Coupe du Monde ou rarement. On est en MLS, mais c'est une ligue un peu inférieure. Il y a comme tout ce discours un peu d'infériorité. Nous, au Canada, au Québec, là, c'est le hockey. C'est là qu'on est bon. Acceptons-le. Essayons pas trop d'aller au soccer. Puis moi, ça me dérangeait. Puis je trouvais que dans le traitement médiatique aussi, on pouvait amener ça à un plus haut niveau. Fait qu'un ancien joueur qui commente au hockey, c'est normal. Un ancien joueur qui commente au football, c'est normal. Mais ça se voyait encore un peu trop rarement à mon goût, à RDS, Radio-Canada, TVA Sport, etc. Et là, on avait une occasion avec la MLS de changer ça. Puis dans la presse, d'amener quelque chose qui est différent. Je faisais des bulletins des joueurs, par exemple. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui... C'était un terrain un peu miné. Je notais mes anciens coéquipiers. Ils n'aimaient pas tout le temps ça. J'étais peut-être plus sévère. Ou il y en a qui vont trouver que je n'étais pas assez sévère. Mais je t'ai envoyé des messages un peu. Il y en a. Quand je dis, il y a des fans qui disent t'aurais dû donner 3 sur 10 à un tel ou pas. Mais je me disais, OK, c'est nouveau. C'est ça notre nouvelle réalité. Puis moi, j'aime le club. Je sais que quand je le critique, ça fait mal à certains qui travaillent. Mais je veux toujours que ce soit constructif. Puis c'est ça mon rôle maintenant. C'est d'être en dehors du club puis d'amener une appréciation du jeu qu'on n'avait pas avant. Puis de quelqu'un de chez nous aussi. Pas besoin que ce soit... J'adore que quelqu'un de France le fasse ou quelqu'un d'Europe ou d'Amérique du Sud le fasse. Mais on a aussi des gens chez nous qui ont fait ça de leur carrière, comme Patrice. Et puis, d'entendre ça, je pense que ce qu'on veut envoyer comme message, c'est « Hey, t'es un jeune qui joue au soccer ou qui aime ce milieu-là, mais peut-être tu ne seras pas un joueur professionnel, mais tu peux faire ta vie dans ce milieu-là. Ouais. Ça existe, c'est possible. » Et bon, je serais quand même curieux de t'entendre un petit peu ici parce que pendant que tu es analyste, commentateur et que tu regardes tous les matchs un petit peu de l'externe maintenant, il y a cette belle évolution-là qui se passe avec les jeunes à l'académie. Il y a de plus en plus de signatures qui vont se faire. Il y a eu les Carl Ouimet, les Vandré Lefebvre, Anthony Jackson-Hamel. Ouais. Comment, de l'externe, tu vois cette évolution-là? Parce que toi, tu as vu le club depuis le début 2000, donc tu as été capable de voir littéralement toutes les époques. Et bien entendu, on va reparler dans quelques instants de ce que tu vois aujourd'hui, mais de l'externe à ce moment-là, quand tu vois l'évolution du club, comment tu le sens? Je sens qu'au Québec, là, il y avait toujours cette effervescence. Puis, on voit tellement de jeunes joueurs jouer depuis les années 90. On me le disait déjà à ce moment-là, le soccer, ça se développe, ça s'en vient. Puis, on disait toujours, ça s'en vient. Mais quand est-ce que le soccer est arrivé? Il faut arrêter de penser qu'il faut que le soccer arrive quelque part. Le soccer évolue. Mais ce que tu me dis là, mais
Ben, ce que je vois, c'est que oui, on fait beaucoup de chemin. Il y a de plus en plus de joueurs québécois qui deviennent des pros. On a une structure qui permet d'en repérer plus. L'académie, ça se met en place, puis de les amener à un plus haut standard que j'avais connu. Au début, je pense que il y avait déjà du talent dans les années 80 et 90. Je ne veux pas rien enlever aux joueurs de ma génération ou de celle d'avant. Il y en a qui étaient super bons puis qui n'ont peut-être pas été reconnus ou qui n'avaient pas l'accès au meilleur niveau qu'on a maintenant. Mais je dirais que maintenant, avec les sports-études, les centres intérieurs, l'académie, il y a plus de joueurs de haut niveau chez les jeunes. Il y en a plus. Maintenant, c'est de les amener encore à la dernière marche, de les amener un peu plus haut, puis de vraiment leur donner le tremplin pour atteindre le CF Montréal ou la MLS ou des ligues professionnelles. Autant chez les gars que chez les filles. On a la matière, là, on a accès à plus, on peut les identifier. C'est ça qu'il y a de nouveau. Puis, Carl Ouimet, Vandré Lefebvre, c'est des bons exemples. Maxime Tissot, c'est des joueurs qui sont passés par la structure puis qui ont touché au niveau professionnel. Mais Mathieu Choinière en est un autre. Puis là, l'idée, là, c'est pour les jeunes qui sont maintenant à l'académie ou en dehors, c'est de dire, hey, il y a plein de chemins pour aller chez les pros, puis je veux être le prochain, puis je veux aller en équipe nationale, je veux aller à la Coupe du monde avec le Canada au 14, je veux aller jouer pour le CF Montréal au Stade Saputo. Je veux marquer le soccer québécois. C'est ça qui est motivant. Puis peut-être qu'un jour, je le ferai aussi dans un championnat européen, peut-être. Mais il y a plein d'aventures possibles. Ça peut passer par les universités québécoises, canadiennes, américaines. Mais c'est excitant. Il y a plein de portes ouvertes. Là, puis c'est mieux comme ça que c'était à notre époque. Effectivement. Et bon, tu dis que tu le regardais de l'externe. Ultimement, tu le regardes davantage de l'interne. Donc, on t'approche pour prendre les rênes de l'académie, de l'Impact. Parle-nous un petit peu de comment cette deuxième transition s'est faite des médias à retourner à travers le club. Quel est le mandat qu'on vient de donner ici et quel diagnostic tu fais également de l'académie à ce moment-là? Bon, après 7 ans dans les médias, j'adore ce que je fais. Puis, si j'ai encore l'occasion de collaborer avec des médias puis que je peux le faire dans un rôle objectif, j'ai encore envie de le faire. Il y a une Coupe du monde qui s'en vient. J'ai participé à la dernière Coupe du monde. J'adore faire ça. Maintenant, ce que j'aimais moins de cette vie-là, c'est que tu es à contrat, tu fais ton horaire, mais il y a des creux dans l'année. Et il y a aussi le sentiment que tu ne fais pas partie de l'action. Tu es toujours en train de commenter, puis tu as beau vouloir aider, mais il y a comme une sorte aussi il y a quelque chose en moi qui se dit, je veux faire partie de la solution encore plus. Et puis, j'ai eu un appel, une rencontre avec Joey Saputo. Il m'a offert un rôle au sein de l'organisation. C'était pas tout à fait avec l'académie. C'était plus dans de l'administration dans un premier temps, mais ça m'a parlé. Et puis, j'ai surtout senti que je voulais revenir au sein du club pour pouvoir contribuer. Donc, j'ai commencé comme ça, puis je me suis approché de l'académie. Durant la période de la COVID, il y a plusieurs changements que le club doit opérer. C'est la réalité pour plusieurs entreprises. On n'y échappe pas. Et puis, je vais me retrouver à être le directeur de l'académie. Donc, dans une période aussi là, de transition au club. Mais on est en mode un peu survie, là, en toute franchise. On ne peut même pas jouer des matchs pendant 1 an et demi. C'est vraiment compliqué. On fait de l'entraînement. Et pourtant, je vois qu'il y a beaucoup de potentiel. L'académie a été structurée de manière solide. Philippe Lafroy a fait un travail colossal. C'est lui qui était directeur de l'académie. Et on a de la matière du potentiel super excitant dans toutes nos équipes. Puis là, je pense à un Mathieu Choinière qui vient de passer chez les pros, mais il y en a d'autres qui s'en viennent, Nathan Saliba, Rida Zouhir, pour nommer ces deux-là. Pendant que je suis là aussi, il y a Wilfred Nancy qui est un ancien de l'académie qui fait partie du staff. Il y en a d'autres qui vont faire cette transition-là. Je pense à un Jason DiTullio qui vont aller aider le staff. Maxime Chalier était l'analyste vidéo de l'académie. Il s'en va aider le staff de la première équipe. C'est une période de transition. Puis on fait tout ce qu'on peut pour aider le club à réussir. Donc, je trouve ça super stimulant, mais un peu frustrant parce que
dans le fond, on est toujours en train de refaire le budget pour essayer de permettre à nos joueurs d'aller jouer des matchs quand c'est possible aux États-Unis, quand les règles de la COVID vont nous permettre de le faire. Et c'est ça, mon aventure à l'Académie. On essaie de restructurer ça du mieux qu'on peut avec des nouveaux programmes qu'on veut mettre en place, une nouvelle réalité pour l'Académie pour que ça fonctionne bien pour notre club. Fait que c'est du travail de, disons, on est dans les fondations, si tu veux, de ce qui est en place aujourd'hui. Mais je vois, quand je dis qu'il y a de la frustration, c'est qu'on n'est pas aussi proche du terrain qu'on aimerait l'être. Ben oui. C'est ce que je me rends compte. Puis je me rends compte aussi que mon rôle de coach que j'envisageais à la fin de ma carrière, c'est pas tout à fait ça que j'aime ça, être coach. J'aime le faire avec des jeunes. Mais mes qualités sont peut-être pas nécessairement là. J'ai peut-être pas non plus l'étoffe pour être un coach qui fait son entraînement, qui regarde l'entraînement, qui corrige, qui est constamment dans l'analyse vidéo. Je m'en suis rendu compte, puis avec l'ampleur de la tâche. Et je me rends compte que peut-être j'ai besoin d'une sorte d'équilibre. Et franchement, je pense qu'on a tous eu des prises de conscience pendant la COVID, mais c'est quelque chose qui survient et puis ça va m'amener à une nouvelle transition dans les dernières années. Et juste pour bien situer les gens qui vont nous écouter sur l'Académie, tu vois, samedi dernier, j'étais à Halifax et j'étais allé discuter avec Zachary Fernandez, qui a fait partie de l'Académie. Il m'a dit, je suis arrivé lui, il est né en 2002, si je crois bien. Il dit, je suis arrivé à l'Académie à 13 ans. Je me suis dit, wow! Et là, c'est là que j'avais perdu un petit peu la conscience de l'étendue de l'Académie, à quel âge ça commençait. Peut-être juste, si tu pouvais nous faire un topo, on en est où avec l'Académie? À quelle année ça commence? Qui sont les plus jeunes qui peuvent venir? Jusqu'où on peut se rendre avant peut-être d'avoir un passage avec les pros? Je trouve ça fascinant ce qui a été construit ici. Oui, bien, les catégories, les équipes ont évolué à plusieurs moments dans l'histoire de l'Académie. Il y a aussi une pré-académie. Puis je trouve que l'histoire de Zachary Fernandez en est une autre qui peut être inspirante parce que c'est un joueur qui n'a pas toujours été sélectionné, qui a même été mis de côté. Donc, il y a beaucoup de résilience dans son histoire. Puis, j'ai eu des conversations avec Zachary alors qu'il était à la fin de son parcours à l'Académie, qui touchait au monde des pros. Je sentais qu'il y avait un peu d'impatience parce qu'il voulait vraiment faire sa place, mais il n'y avait pas l'offre de contrat qu'il attendait. Puis, il est en train de faire son parcours avec Halifax. Puis, je lui souhaite le meilleur. Donc, oui, il y a des joueurs qui commencent à 13 ans. Actuellement, c'est plus autour de 14 ans qu'on sélectionne les premiers joueurs pour faire partie d'une équipe U15. Mais on a des équipes pré-académiques qui sont un programme qui est un peu différent, qui est à l'externe, qui est à 12-13 ans. On identifie les joueurs. Mais on va permettre à des joueurs de rester dans leur club régional, leur structure, qui n'ont pas besoin de se déplacer pour être à Montréal chaque jour à partir de 12-13 ans, parce qu'on ne pense pas que c'est ça qui est souhaitable. Donc, actuellement, il y a 3 équipes à l'Académie, U15, U16, U18. Puis, il y a des moments dans l'histoire de l'Académie qui y avait 4 équipes, d'autres qui en avaient 2. Donc, il y a quelque chose de fluide dans tout ça. Mais disons que tu es un garçon à 14 ans, tu peux rentrer dans la structure, faire partie des 3 niveaux, puis à la fin de ton cheminement, ben, tu vas peut-être graduer chez les professionnels. Peut-être que tu vas graduer, mais être envoyé dans une équipe en prêt. Et peut-être que tu ne vas pas obtenir un contrat immédiatement, mais tu vas avoir à faire ton chemin d'une autre manière. Parcours universitaire, parcours professionnel, mais dans un autre circuit comme la CPL, ça peut être une voie. Et puis, tu vas continuer ta carrière ailleurs que dans la structure du club. Et juste pour qu'on soit capable de bien comprendre, ces équipes-là vont jouer dans quelle ligue, disons, les U15, les U16? Jouent dans une ligue, donc la MLS Next Pro, qui est, si on veut, là, regroupe toutes les académies de MLS. Donc, on joue contre New York City FC, New England Revolution, les Red Bulls, Toronto FC. Et il y a certaines académies privées aux États-Unis qui font aussi partie du circuit. Donc, tu as le meilleur standard dans ces catégories d'âge-là en Amérique du Nord. En plus de ça, tu as des événements majeurs, la GA Cup, c'est un tournoi qui va regrouper des clubs d'Europe, toutes les équipes MLS. Et des clubs du Mexique, du Brésil. Donc, tu es exposé à une compétition internationale de haut niveau.
Et c'est excellent pour pouvoir faire des détections aussi, pour voir quel est le niveau de nos joueurs par rapport à ceux des autres clubs du même âge. C'est ça. Belle structure qui commence assez jeune. Et là, ça nous amène à ton rôle que tu as aujourd'hui. Directeur culture soccer du CF Montréal. Ça revient un petit peu quasiment de l'externe, du moins. Et là, tu pourras m'en parler de comment c'est au quotidien, de revenir un petit peu comme dans les médias, de démocratiser, d'amener le foot au plus de gens possible. Quel est ton rôle? Qu'est-ce que tu dois accomplir ici pour ce poste de directeur culture soccer avec le CF? Donc, c'est ça, à l'été 2022, encore en transition, l'arrivée de Gabriel Gervais au club va changer un peu la façon qu'on fonctionne. Puis, je vais changer d'unité, si tu veux. Je vais quitter l'académie pour aller dans l'univers marketing. Mon rôle est, en premier lieu, je suis une sorte d'ambassadeur toujours pour le club. Je collabore dans du contenu médiatique à l'occasion. Je développe avec l'équipe marketing du contenu pour nos plateformes. Il y a la réalité d'Apple qui est nouvelle pour le club à ce moment-là. Il faut qu'on développe un contenu. Mais il y a toute l'identité du club aussi qui est encore une fois en changement en 2022. On travaille là-dessus ensemble avec la nouvelle VP, Samia Chébert. Qui a une grande expérience côté marketing, en agence, dans le branding. Puis moi, j'ai plus cette expérience des connaissances de la Ligue, du monde du soccer, de notre club. On travaille ensemble depuis ce temps-là pour essayer de bien définir notre identité et aussi là, de développer le message qu'on veut avoir auprès de nos supporters, de nos partenaires, etc. En gros, c'est ça. Là, ça peut paraître un peu abstrait, mais maintenant, je suis à l'occasion dans le contenu, dans ce qu'on fait pendant les matchs au stade. Je travaille avec certains partenaires sur d'autres vidéos, d'autres campagnes qu'on fait avec le club. Je travaille avec les partisans, je travaille avec les anciens joueurs aussi dans le cadre de ce rôle-là pour qu'on mette en place des activités, des initiatives et pour que tout le monde y trouve en quelque sorte son compte aussi quand on a un match au stade, qu'il y ait de l'ambiance comme on le souhaite et puis qu'on ait... En fait aussi, là, pour que tout le monde aime ça, aller au stade, que tu sois un mordu, tu connaisses toute l'histoire du club depuis sa fondation ou que tu sois là pour la première fois ou une fois par année, mais que tu aies un bon moment quand tu viens de voir notre club. Et c'est quoi l'objectif avec le CF là, pour les prochains mois, prochaines années? Tu me disais que, bien entendu, oui, c'est une fierté pour vous d'aller vendre des joueurs, mais vous voulez gagner. Oui. Faut que tout ça travaille ensemble. Ah ben là, j'ai beau être au marketing, puis je veux que le stade soit plein. Je suis dans le club, mais je veux que ce soit clair, comme, tu sais, on veut gagner, là. Ouais. On va avoir du plaisir. Quand on ne gagne pas, là, je suis le premier à broyer du noir. Je reste un partisan. Là. Oui. Puis je souhaite vraiment le meilleur à l'équipe. On veut les mettre dans les meilleures conditions possibles. On veut que nos joueurs se concentrent sur ce qu'il y a à faire sur le terrain. On veut aussi qu'ils participent comme on le faisait à l'époque, à rendre le soccer plus populaire, à participer à des initiatives sur un terrain de la fondation, dans des visites d'école, dans une campagne avec un partenaire qui veut donner plus de visibilité au soccer. On touche à tout ça dans notre domaine en ce moment. Puis en même temps, je me dis, oui, mais il faut que les joueurs se concentrent sur le jeu, puis il faut qu'ils réussissent, il faut qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, puis on veut gagner. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de meilleure sensation que de gagner un match au Stade Saputo ou même ailleurs, puis ça nous rassemble, la victoire. Ben oui. On a eu récemment la visite de Nacho Piatti. Ça a rassemblé plusieurs partisans. On traversait un mauvais moment à ce moment-là. Tout le monde cherche des solutions. Il y en a qui sont en colère. Ils ne se gênent pas pour nous le dire. Puis je comprends ça. Puis en même temps, d'avoir ce petit moment-là de pause, de se recueillir, de faire un petit retour sur notre passé, de célébrer un de nos champions, Nacho Piatti. Étrangement, je pense que ça a été une pause qui a été salutaire pour notre groupe. Ça a permis à l'équipe de se rassembler. Ils sont allés chercher la victoire. C'est pas parce que Nacho Piatti était là, mais ça a été un beau contexte. Et puis, je pense que ça fait partie un peu de notre rôle de continuer à raconter notre histoire, sensibiliser les joueurs qui arrivent à qu'est-ce qu'on représente. Et puis, ça peut juste les aider à réussir, de bien comprendre
devant qui ils jouent dans le stade, de qui les a précédés, et puis qui ils peuvent marquer, puis de quelle manière ils peuvent avoir les meilleurs moments de leur carrière. Franchement, même si c'est un court moment, que ce soit un long moment, qu'ils aient du plaisir, parce que s'ils ont du plaisir, ils vont bien jouer, puis ils vont aimer jouer à Montréal. Et puis c'est le cercle vertueux qu'on veut créer ici, mais avec des victoires. Ça en fait partie. Il faut que le club soit gagnant. Ouais. Bon, Patrick, on arrive un peu à la fin du podcast. Je pose toujours la question. On a décortiqué un petit peu ta carrière qui est assez exceptionnelle. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'effervescence avec le foot à Montréal, le foot au Canada en général. Tu aurais 3 conseils à donner à un jeune qui veut obtenir une carrière professionnelle comme tu as eu, comme d'autres jeunes Québécois peuvent avoir. Quels sont les 3 conseils que tu donnerais si un jeune joueur veut devenir professionnel? Bon, je veux toujours être original dans ça, mais ça se recoupe toujours un peu. Je veux dire, je pense qu'il faut être travaillant, persévérant. Là. Pour moi, c'est la même chose. C'est pas 2 conseils. Là. Il faut vraiment ne pas avoir... Mais quand je dis travaillant, ça peut avoir l'air laborieux. Là. Moi, j'ai toujours eu du plaisir à jouer au soccer, puis j'ai jamais vu ça comme un fardeau. C'est sûr qu'il y a des moments quand c'est ta 3e pratique que tu as de suite, puis que tu as une longue route à faire. Des fois, c'est un peu plus dur. Ouais. Puis des fois, quand ton coach t'a critiqué, tu as moins le goût d'y aller, ou quand tu as perdu. Mais il ne faut pas avoir peur de mettre les efforts, puis il faut que ça vienne de toi. Il ne faut pas que tu le fasses pour tes parents, pas pour tes amis ou pour le prestige. C'est pas parce que tu veux faire ça en premier. La deuxième chose, je dirais, ça te prend de la résilience. Puis de la résilience, pour moi, ça veut dire de persister même quand ton coach ne te fait pas jouer. Quand tu n'aimes pas un coach qui te dit que tu n'as pas bien fait ci ou fait ça, d'avoir l'humilité là, de te regarder dans le miroir, puis peut-être de ne pas être d'accord, mais d'accepter que tu vas quand même continuer. Puis c'est pas parce que tu te fais couper d'une équipe ou que ça ne marche pas avec une personne que tu vas arrêter. Et ça, c'est difficile quand tu as eu des succès quand tu es jeune, de rencontrer ces obstacles-là. Et moi, je pense qu'un bon joueur là, qui est proche de devenir pro ou qui devient pro, entre 18 et 22 ans, là, c'est là que tu as besoin de beaucoup de résilience. Tu as besoin d'en avoir en banque là, parce que c'est pas facile. Puis peut-être que tu vas sentir que là, quand tu vas à l'université, c'est pas la progression que tu souhaitais, là, ça te prend une méchante carapace. Qu'est-ce que les gens vont dire, tout ça? Mon agent voulait ci, mes parents pensaient ça. Je me vois meilleur que ce que je suis maintenant. C'est vraiment pas facile. Mais quand tu es capable de passer au travers de ça, tu as les meilleures chances de réussite puis de faire une longue carrière. Ça, c'est de la résilience. Vraiment, là, c'est mon grand conseil, là. Tout le monde veut faire une belle carrière comme un Ismaël Koné, comme un Mathieu Choinière, mais tu ne vas pas rater ta carrière parce que tu vas dans une université ou que tu ne vas pas tout de suite avoir ton contrat en MLS ou tu vas passer en CPL. Ça, c'est mon message aux jeunes professionnels québécois. Ça te prend de la résilience. Et puis ensuite, je veux dire, ça va peut-être piquer, mais il faut que tu aies du plaisir dans tout ça. Si tu as du plaisir, tu vas accepter que de jouer au niveau que tu vas jouer. Puis tu ne vas pas être amer parce que tu n'as pas joué avec Manchester United ou etc. Là. Si tu as du plaisir à jouer, même quand tu joues dans une ligue comme le Twin Cities Tornado, puis c'est ça ton niveau, tu n'auras jamais de honte, tu auras toujours une fierté à faire ce que tu fais. Donc, si tu as du plaisir, tu vas bien vivre ta carrière, puis c'est ce que je souhaite aussi. Là, Assoun a dit sérénité là, par rapport à ton plaisir, sérénité, ça, pour moi, ça serait le même. Je t'en donne plus que 3. Hein? Si on a d'autres, dis-moi là. Hein? On veut un maximum de conseils pour... Non, j'en ai pas d'autres. Écoute, Patrick, ça a été vraiment fantastique de parler avec toi aujourd'hui. Bon, meilleur endroit pour rejoindre le CF, vos plateformes médias sociaux, à le stade également, j'imagine? Bien sûr. Il y a toujours le site web cfmontréal.com, mais tous nos médias sociaux. Il faut venir au Stade Saputo, vivre cette énergie-là. C'est quand même... C'est plaisant. Oui. C'est quelque chose qui est quand même unique dans le paysage sportif québécois. C'est du soccer, c'est proche de l'action.
ça n'a pas la même odeur, le même son que dans les autres sports professionnels. Et c'est vraiment des bons moments. Samedi soir au Stade Saputo, là, surtout quand on entend la cloche, ça veut dire qu'on a marqué un but. Ça veut dire c'est SMR, là, hein, c'est ça que j'ai envie d'avoir là, pour les 3 prochains samedis. Jusqu'à la fin de la saison, puis l'année prochaine, puis l'autre qui va suivre. Fantastique. Patrick Leduc, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Histoire de foot.